Si à chaque Noël vous deviez vivre dans la peur d'un mutant vert cannibale qui viendrait manger vivante toute votre famille, que feriez-vous? Cette créature a tué la maman de Cindy la veille de Noël et aujourd'hui, 20 ans plus tard, elle est de retour pour terroriser la ville une fois de plus. Il est temps de prendre votre perche de 40 mètres et de vous préparer à un massacre sous le gui. Parce que je suis ici pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le monstre qui déteste Noël dans The Mean One. Cette petite fille est sur le point de passer les vacances les plus horribles de sa vie. Tard la veille de Noël, dans la paisible ville de Newville, Cindy se réveille et découvre qu'une étrange créature déguisée en Père Noël est en train de voler tous les cadeaux qui se trouvent sous le sapin. Tout à coup, la maman de Cindy entre dans la pièce et commence tout de suite à frapper la créature avec un casse-noisette géant. Alors qu'elle tente de lui échapper, la créature bouscule accidentellement la femme, qui tombe et s'empale au niveau du cou sur un élément pointu de la décoration, la tuant sur le coup. Si ça a été par accident ou volontairement, personne ne peut le dire avec certitude. Mais cet événement a rempli la créature de colère et a changé à jamais l'avenir de Noël à Newville. 20 ans ont passé, et aujourd'hui, Cindy et son père reviennent dans la ville pour la première fois depuis l'incident. Ils prévoient de vendre la vieille maison familiale, et Cindy espère que le fait d'affronter ses peurs l'aidera enfin à tourner la page sur le traumatisme qu'elle a vécu et qui revient à chaque période de fête. Le matin, Cindy va prendre son petit déjeuner au restaurant local où elle tombe sur deux officiers de police, l'inspecteur Burke et le shérif Hooper. Il se trouve que le shérif ici présent est le même que celui qui est intervenu lors de l'incident où sa mère a été tuée il y a toutes ces années. Mais il n'a jamais pu retrouver la personne responsable, ce qui veut dire qu'elle pourrait toujours être tapie dans l'ombre en attendant le bon moment pour frapper à nouveau. Plus tard dans la nuit, Cindy et son père s'affairent à installer des décorations de Noël partout dans la maison. Une fois qu'ils ont terminé, Cindy sort les poubelles en laissant brièvement son papa tout seul. Mais ce sera là sa plus grosse erreur. Tout à coup, la porte d'entrée claque derrière elle, et quand elle essaie de retourner à l'intérieur, elle se rend compte qu'elle a été enfermée dehors. Elle pense d'abord qu'il s'agit d'une blague de son père, mais la vérité est bien plus terrifiante. C'est la créature, et Cindy ne peut rien faire d'autre que de la regarder par la vitre, en train de s'attaquer à son père. Celui-ci fait de son mieux pour la repousser, mais la créature le domine facilement, lui ouvrant le ventre avant de le poignarder en plein dans le globe oculaire avec une lance en forme de sucre d'orge. Quand elle parvient enfin à entrer dans la maison, la créature s'est déjà échappée par la cheminée avec toutes les décorations de Noël. Et son père gît mort sur le sol. Ok, bon là ça devient personnel. Ce qui est arrivé à la mère de Cindy il y a toutes ces années aurait pu n'être qu'un accident isolé. Mais il est indéniable que cette fois-ci, il s'agit d'une attaque délibérée. Cette créature vient de tuer ses deux parents, et il est fort probable qu'elle s'en prenne à elle ensuite. Si elle veut à nouveau vivre en paix, Cindy va devoir trouver ce qu'elle peut faire pour régler ce problème. Et de la façon dont je le vois, il y a deux options. Soit arrêter les frais, quitter la ville et ne jamais revenir, soit trouver un moyen de prouver que cette chose est bien réelle. Personnellement, je ne serais pas très enthousiaste à l'idée de laisser le Grinch s'en prendre à toute ma famille sans avoir à en payer le prix. Voler des décorations, c'est une chose, mais tuer violemment son père avec un sucre d'orge est une toute autre histoire. Et il va devoir répondre de ses crimes. Le problème, c'est que se battre seul serait une condamnation à mort, et obtenir de l'aide ne sera pas facile non plus. Après tout, qui va gober qu'une créature verte et duveteuse qui vit dans une grotte à la périphérie de la ville est responsable de ce crime, et non un simple malfaiteur? Toute personne n'ayant pas vu la bête de ses propres yeux pourrait penser que Cindy souffre d'un cas sévère de phobie du Père Noël. Mais elle sait pertinemment qu'elle est bien réelle. La seule chose qui manque, c'est la preuve. Bon, que l'on croit ou non à son histoire, cette maison va devenir une scène de crime, puisque son père a été tué et qu'une enquête de police officielle doit être menée. Ça peut sembler une bonne chose à première vue, mais dans une petite ville comme celle-ci, il y a toujours un risque que les forces de l'ordre local soient impliquées dans la dissimulation de la vérité. Étant donné qu'elle n'habite pas la ville, la seule personne en qui Cindy peut avoir confiance maintenant, c'est elle-même. Même s'il lui sera difficile d'avoir des idées claires après avoir vu son dernier parent se faire transpercer le globe oculaire, il serait peut-être sage qu'elle commence à chercher elle-même des preuves de l'existence de la créature avant d'impliquer la police. Maintenant, elle n'a peut-être pas encore vu le tueur, mais ce dont elle est sûre, c'est qu'il est recouvert d'une épaisse couche de fourrure verte. En gardant ça à l'esprit, je suggérerais de fouiller la maison et la cheminée à la recherche de ces poils qui auraient pu être laissés sur place.
et de s'en servir comme preuve que celui qui a tué son père n'était pas un criminel ordinaire. Quand ils enquêtent sur une scène de crime, les cheveux ne sont qu'un des nombreux éléments de preuve que les enquêteurs sont formés à rechercher. Ils peuvent ainsi analyser l'échantillon pour y déceler des traces d'ADN et déterminer si le cheveu provient d'une personne en particulier ou d'un animal. Par conséquent, à moins que quelqu'un ne se promène dans les bois et ne peigne tous les ours de la région en vert, quelques mèches de Grinchy la créature devraient au moins faire sourciller les enquêteurs. Avant que les autorités locales n'arrivent sur les lieux, j'essaierai d'abord de récupérer quelques poils si j'en trouve. Puis, je les enverrai à un détective privé pour qu'ils soient analysés. Avec un peu de chance, il pourra confirmer qu'il ne s'agit pas de cheveux humains, et Cindy pourra enfin prouver l'existence de cette créature. Par ailleurs, je chercherai également des empreintes digitales ou des traces de pas que la créature aurait pu laisser dans la maison. Il se peut également qu'il y ait des traces de pas à l'extérieur qui conduiraient à la propriété. Tous ces éléments pourraient constituer une preuve supplémentaire que cette histoire ne se résume pas à un simple cambriolage de maison. Même si la police locale n'est pas disposée à l'aider, elle pourrait essayer de raconter son histoire à un journaliste amateur ou à un journal à sensation qui pourrait trouver que ça vaut la peine d'en parler. Si elle continue à attirer l'attention, les autorités comme les Men in Black pourraient intervenir et résoudre le problème à sa place. Cependant, il est fort possible qu'il soit plus dangereux de s'impliquer dans une organisation gouvernementale obscure que d'avoir affaire au Grinch lui-même. Bien évidemment, la solution la plus simple serait de quitter la ville et de ne jamais y revenir. Cindy pourrait facilement demander à un agent immobilier de vendre la maison pour elle et ne plus jamais mettre les pieds à moins de 160 km de Newville. Tout compte fait, la deuxième option pourrait bien être sa meilleure chance. Mais Cindy n'est pas prête à se laisser faire et elle ne tardera pas à décider qu'il est temps de riposter. Cindy se réveille dans un lit d'hôpital avec le sang de son père encore sur ses mains. Les infirmières ne croient pas à son histoire, bien sûr, mais l'adjoint n'est pas encore prêt à la considérer comme folle. Pendant qu'il fait son rapport, Madame le maire de la ville, Margie McBean, vient lui présenter ses condoléances. Cindy commence immédiatement à demander ce qu'elle va faire au sujet du tueur de Noël, ce qui la fait plonger dans une véritable crise de nerfs et oblige les infirmières à lui administrer un sédatif. Quand elle est enfin autorisée à sortir, l'adjoint propose gentiment à Cindy de la raccompagner chez elle. Bien qu'elle soit encore traumatisée par ce qui vient de se passer, il se dit que c'est peut-être maintenant le bon moment pour lui faire du rentre-dedans. Mais elle lui répond qu'elle a l'intention de quitter la ville dès que possible, et lui balance le bon vieux « Restons amis, mon pote », avant de rentrer à l'intérieur pour tout nettoyer. Alors que Cindy est occupée à nettoyer le sang de son père, elle trouve une mystérieuse fleur sauvage que la créature a accidentellement laissée derrière elle. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, elle se rend compte qu'elle doit provenir d'une zone sauvage située à la périphérie de la ville, et elle décide d'aller voir par elle-même ce qu'il en est. Cindy se ferait un chemin dans la forêt à la recherche de tout signe de la créature, jusqu'à ce qu'elle arrive au pied de cette grande montagne. Alors qu'elle prend quelques photos, elle est surprise par une silhouette indistincte qui passe en trombe à quelques mètres devant elle, et elle trébuche en reculant dans une vieille grotte puante. Cet endroit est rempli d'objets personnels abandonnés de plein de gens, et elle trouve un portefeuille contenant encore le permis de conduire d'un homme qu'elle décide de conserver comme preuve. Après être ressortie, elle aperçoit un heureux couple en train de faire une randonnée sur le thème de Noël. Ils sont sur le point de s'embrasser sous le gui, quand tout à coup, la créature se jette sur eux et commence à les attaquer à tour de rôle. Cindy se précipite pour affronter la créature, et c'est à ce moment-là qu'elle la voit distinctement pour la première fois. Après plus de 20 ans, la créature ressemble à une sorte d'hybride humain-animal vert, vêtu d'un costume de Père Noël en lambeaux et qui n'a pas l'air amical du tout. À la vue de cette abomination, Cindy fait ce qu'il y a de plus logique, et elle commence immédiatement à la bombarder de grosses pierres sur la tête. Heureusement, l'assaut fait fuir la créature pour le moment, et finit par sauver la vie du couple. Quand l'ambulance arrive enfin, Cindy tente de faire confirmer son témoignage par le couple, mais ils sont tous les deux bien trop choqués pour se souvenir de ce à quoi ressemblait réellement l'agresseur. Le shérif commence à s'énerver et il engueule Cindy pour avoir terrorisé ses victimes à coups d'histoires de monstres imaginaires. Non seulement il ne croit pas un mot de ce qu'elle dit, mais la partie sauvage relève de la juridiction fédérale, ce qui veut dire que ce n'est pas son boulot d'enquêter plus avant sur l'incident, même s'il l'a fait. L'adjoint veut néanmoins l'aider, et il lui promet d'enquêter sur le portefeuille que Cindy a trouvé dans la grotte. Ok, maintenant on commence à faire des progrès. Elle ne reçoit peut-être pas beaucoup de soutien de la part des autorités locales, mais l'enquête indépendante de Cindy vient de déboucher sur une avancée majeure. Après avoir traqué la créature jusqu'à sa grotte, elle a finalement réussi à découvrir où elle vit. Ça va faire une énorme différence dans le combat. Mais que devons-nous faire maintenant ? Malheureusement, tous les autres témoins ont été trop gravement blessés pour pouvoir fournir des informations sur le comportement ou l'apparence de la créature.
Bien entendu, les enquêteurs ne manqueront pas de remarquer que les victimes ont subi de graves égratignures qu'aucun agresseur humain n'aurait pu faire. Ça veut dire que Cindy n'a toujours pas de preuve définitive de l'existence de la créature, à part son histoire et la photo qui est floue. Ça peut sembler une impasse à première vue, mais cela me donne une idée. Bon, le shérif ne croira peut-être pas à son histoire de gros monstres verts et poilus vivant dans les montagnes à la périphérie de la ville. Mais je pense à des gens qui pourraient le faire. Les chasseurs de Sasquatch, ou comme on les appelle professionnellement, les cryptozoologues. Au cas où vous ne le sauriez pas, le terme cryptide est utilisé pour désigner toute créature dont certaines communautés pensent qu'elle pourrait exister, mais pour lesquelles aucune preuve indiscutable de son existence n'a jamais été trouvée. Bien que leur méthode ne soit pas nécessairement acceptée par la communauté scientifique traditionnelle, partout où une créature inexplicable terrorise une petite ville, il y a toujours une organisation qui cherche à en prouver l'existence. Et là où d'autres voient un manque de preuves tangibles, eux y verront la possibilité de faire une découverte qui changera le monde. Ou, en tout cas, un moyen de raconter une histoire très intéressante. Les récits discutables de témoins oculaires douteux et les photos floues ont suffi à maintenir les chasseurs de Bigfoot en activité pendant des décennies. Et bien que la plupart des gens aujourd'hui ne croient pas qu'une telle créature puisse réellement exister, il n'y a pas de pénurie d'émissions sur l'ensemble d'Internet et de la télévision quotidienne construites entièrement autour de la question « Et si c'était vrai ?» Si c'était moi, je commencerai par faire des copies de la photo et de l'explication de mon histoire. Puis, je les enverrai à toutes les organisations de chasseurs de cryptides que je pourrais trouver. Il suffirait qu'une seule équipe morde à l'hameçon. Et avant que Cindy ne le réalise, les collines autour de la ville grouilleraient d'enquêteurs amateurs et professionnels, tous armés jusqu'aux dents d'appareils d'enregistrement audio, de caméras à détection de mouvement, d'équipements de vision nocturne, sans oublier les armes. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'une bonne chasse aux cryptides si vous n'êtes pas armé et prêt à ramener ce truc mort ou vif? Il suffit de leur raconter une histoire passionnante, de les orienter dans la bonne direction et de les laisser faire le sale boulot. Même s'ils se révèlent totalement incompétents, le simple fait de les avoir dans les parages vous donne quelques boucliers de viande supplémentaires et rend encore plus difficile pour la créature de mener ses attaques comme à l'accoutumée. Faire appel à des chasseurs de cryptides ne peut donc être que bénéfique. Obtenir du renfort ferait une grande différence. Mais tant que cette créature continuera à revenir pour tuer des innocents à chaque période de Noël, tôt ou tard, quelqu'un devra se défendre. Et qui de mieux pour le faire que Cindy qui n'a pas de parents? Après avoir vu ce que la créature peut faire, elle va devoir faire preuve de stratégie pour déterminer quand, où et comment elle choisira de l'affronter. Si elle veut avoir une chance de survivre à la bataille, combattre la créature dans sa propre grotte serait une très mauvaise idée. Elle aurait l'avantage du terrain ici, et connaît probablement tous les passages à travers les tunnels, ainsi que le relief de la zone environnante. En gardant ça à l'esprit, il serait préférable de choisir un terrain de jeu plus équitable. Et pour cela, j'envisagerais de lui tendre une embuscade à l'entrée de la grotte. Je commencerai par faire un tour rapide de la zone pour voir s'il y a d'autres sorties que la créature pourrait utiliser. Ensuite, une fois que j'aurai une bonne idée des meilleurs endroits pour une embuscade, il y a plusieurs approches différentes que je pourrais adopter. En allumant un feu à l'entrée de la grotte, je pourrais enfumer la créature. Puis, Cindy pourrait lui tendre une embuscade à l'entrée avec toutes les armes qui lui tomberaient sous la main. Elle pourrait aussi préparer quelques cocktails Molotov et les utiliser pour l'allumer comme un sapin de Noël. Les matériaux nécessaires à leur fabrication sont faciles à trouver, et la stratégie de la mise à mort par le feu s'est avérée efficace dans presque toutes les situations. Surtout quand l'adversaire est couvert de poils et porte un grand costume rouge hautement inflammable. Si tout ça échoue, je pourrais essayer de provoquer un effondrement à l'entrée pour laisser la créature piégée à l'intérieur. Après tout, l'objectif est de l'empêcher de tuer d'autres chanteurs de Noël innocents, et il lui sera difficile de le faire s'il est enseveli sous terre sans aucun moyen d'en sortir. En fin de compte, le fait de découvrir où vit la créature ouvre une multitude de possibilités. Et si Cindy joue bien ses cartes, elle pourra peut-être sauver Noël avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, les choses prennent une mauvaise tournure quand une camionnette remplie de Père Noël et de Mère Noël turbulents arrive en ville. Ils ne le réalisent pas encore, mais leur odieuse célébration a déjà attiré l'attention de la créature, et aucun d'entre eux ne sortira vivant de Newville. Ils investissent immédiatement un restaurant local vide, et on peut dire que la malheureuse employée qui travaille ce jour-là est loin d'être ravie. Néanmoins, elle se dirige vers la cuisine pour leur apporter quelques boissons, quand tout à coup les lumières s'éteignent brièvement, et elle sent que quelque chose ne va pas. Elle se retourne et aperçoit une traînée de sang qui mène à la chambre froide. À l'intérieur, elle découvre le corps d'un homme poignardé d'un glaçon en plein dans le cou. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, la porte de la chambre froide se referme derrière elle. Et c'est alors que le véritable carnage peut vraiment commencer.
Dans la salle, la créature surgit de derrière un muret, comme le faisait Freddy Krueger dans les cauchemars de ses victimes. Sans dire un mot, elle verrouille la porte d'entrée, sort un sucre d'orge géant et s'en sert pour tuer ce type qui vient de sortir des toilettes. Les autres Pères Noël commencent immédiatement à paniquer, tandis que la créature se déchaîne sur eux. Et elle les tue les uns après les autres de façon de plus en plus violente. L'un d'eux se fait littéralement embrocher sur un pic à billets. Et ce sapin de Noël se fait empaler avec un bâton de sucre d'orge en plein dans le bide. Après avoir piétiné la tête d'une jeune mère Noël, la créature brise le cou d'une autre avec une guirlande de lumière de Noël. Et elle continue à massacrer chacun d'entre eux jusqu'à ce qu'elle enfonce la dernière victime, la tête la première, dans un hachoir à viande qui la transforme en une pâte rouge et sanglante. Même la maison en pain d'épices n'échappe pas à la destruction. Au moment où la serveuse parvient enfin à sortir, il ne reste des Pères Noël qu'un tas de corps mutilés. Et le plus horrible dans tout ça, c'est qu'elle va devoir nettoyer toute cette pagaille toute seule. Ok, ces idiots viennent de se faire massacrer. Pour être honnête, ce n'était pas exactement le groupe de Père Noël le plus sympathique qui soit, alors j'ai du mal à me sentir mal pour eux, mais ceci dit, voici ce qu'ils auraient pu faire différemment. Une fois que ce gobelin vert poilu s'est pointé et a commencé à se déchaîner, ils auraient pu choisir entre deux réactions. Soit rester en groupe et se battre en retour, soit se concentrer sur leur propre survie et trouver un moyen de s'échapper. En termes de combat, ils étaient tous à moitié bourrés et ont été pris au dépourvu. Donc, les chances n'étaient pas très bonnes dès le départ. Mais la seule chose qu'ils avaient en leur faveur, c'était l'avantage numérique. Même pour un mutant extrêmement fort et en colère, un combat à 11 contre 1 ne serait pas une mince affaire. Bien que les pères et mères Noël aient commencé sans armes, la cuisine et le bar étaient probablement remplis de potentielles armes improvisées comme des couteaux, des poêles à frire et des chopes de bière. Ou même les chaises autour des tables sur lesquelles ils auraient pu mettre la main s'ils avaient simplement réagi plus vite. Ensuite, il ne leur restait plus qu'à se liguer ensemble pour terrasser la créature. Quand elle était dans les bois, Cindy a réussi à blesser la créature toute seule, avec seulement quelques pierres qu'elle a trouvées à proximité. Ça signifie que les Pères Noël ici présents n'auraient même pas eu besoin de vaincre la créature. Ils avaient seulement besoin de la blesser suffisamment pour qu'elle décide de s'enfuir de nouveau. Avec un effort coordonné d'une équipe de 11 Pères et Mères Noël en colère, ils auraient dû être en mesure de défoncer cette créature avec des pertes minimes de leur côté. Mais comme nous venons de le voir, ils ont paniqué et ont fini par se faire cueillir un par un. Bien sûr, une fois que je me serais rendu compte que la situation tournait au chaos total, j'aurais été obligée de changer de stratégie et de donner la priorité à ma propre survie. La bonne nouvelle, c'est que je disposais de 10 autres boucliers de viande dans les parages, et que pendant que la créature était distraite par eux, j'aurais certainement pu trouver un moyen de m'enfuir. La porte d'entrée était peut-être verrouillée, mais il restait toujours la sortie de derrière, ou une bonne vieille chaise à jeter à travers la fenêtre si vous deviez sortir par vos propres moyens. Avant d'aller plus loin, il y a encore une chose à souligner. À la fin, la créature a décidé de laisser partir la serveuse. Mais pourquoi ? Eh bien, à mon avis, c'est parce qu'elle ne portait pas de costume de Noël. Ça veut dire que si les Pères Noël avaient eu l'idée d'enlever rapidement leurs costumes et de les jeter de l'autre côté du bâtiment, il y a des chances que la créature les aurait simplement déchirés et se serait élancée vers la sortie ensuite. Bon, c'est un peu tard pour ça maintenant, mais c'est quelque chose qu'on devrait garder à l'esprit pour plus tard. Dans un magasin de la ville, le shérif surprend Cindy en train d'afficher des tracts sur la créature et il lui demande immédiatement d'arrêter. La mère fait pression sur elle pour qu'elle ne parle pas et l'avertit qu'elle sera obligée de l'arrêter si elle continue à répandre des rumeurs. De retour chez elle, Cindy voit un reportage sur les meurtres commis au restaurant. Elle est terrifiée, mais les choses empirent quand l'électricité est tout à coup coupée dans sa maison. Pendant qu'elle s'occupe du disjoncteur, la créature apparaît à la porte d'entrée et commence rapidement à essayer d'entrer. Cindy parvient à l'éloigner, mais il est clair qu'elle ne pourra pas tenir indéfiniment. Et son téléphone est bien trop loin pour qu'elle puisse appeler à l'aide. Au moment même où il semble que ce soit fini pour elle, un coup de feu retentit dans l'obscurité, et la créature disparaît à nouveau dans la nuit. Cindy se met à l'abri, mais c'est alors que quelqu'un entre par la porte d'entrée. Persuadée qu'elle va devoir se battre pour sauver sa vie, Cindy surgit de sa cachette et frappe l'intrus en plein visage, avant de se rendre compte qu'il ne s'agit pas du tout de la créature. C'est un vieil homme étrange qui dit qu'il la surveille depuis qu'elle est arrivée pour la première fois en ville. Après avoir convaincu Cindy qu'il ne lui voulait aucun mal, ils se rendent tous les deux dans un bar local pour qu'il puisse lui dire ce qu'il sait sur ce soi-disant tueur de Noël. Ok, il s'en est fallu de peu. Vous pouvez me traiter de parano si vous voulez, mais à l'avenir, je suggérerais de garder la porte d'entrée verrouillée, avec votre téléphone et une arme à portée de main quand vous êtes 100% sûr qu'il y a un gros monstre cannibale vert qui erre dans la ville au cœur de la nuit à la recherche de victimes innocentes à dévorer vivantes.
c'est peut-être que moi, mais après que ses deux parents aient été tués par cette monstruosité, on pourrait penser que Cindy prendrait la sécurité de son domicile un peu plus au sérieux. Elle s'en est peut-être sortie vivante grâce aux papilles alcooliques du coin, mais si vous avez été attentif, cette toute dernière attaque confirme quelque chose d'essentiel pour vaincre la créature une bonne fois pour toutes. Jusqu'à présent, chaque fois que la créature a attaqué, c'était parce qu'il se passait quelque chose en rapport avec Noël. Pour sa mère, c'était la veille de Noël. Son père installait des décorations. Les randonneurs s'embrassaient sous le gui. Les pères et mères Noël ivres étaient évidemment tous déguisés en Père Noël. Et cette fois-ci, Cindy elle-même était en train de faire griller des marrons dans un foyer ouvert. Il est donc évident que cette créature déteste vraiment Noël. Mais maintenant que nous avons une méthode efficace pour attirer son attention, nous allons pouvoir l'utiliser à notre avantage et nous préparer pour le prochain combat, tout en chantant ce bon vieux Yuletide Carol de Noël. Et ensuite, quand la créature ici présente montrera enfin son hideux visage tout vert, offrez-lui un cadeau qu'elle ne sera pas près d'oublier. Elle ne semble pas pouvoir résister à l'envie de venir mettre fin à toute célébration de Noël. Et bien que l'invoquer intentionnellement soit risqué, c'est un moyen garanti de l'attirer dans une embuscade. Personne ne dit que ce sera facile, mais avec une solide préparation et maintenant ce vieux schnock à ses côtés, Cindy pourrait bien réussir à prendre le Grinch au dépourvu et à mettre fin à son règne de terreur avant qu'il ne tue une autre victime innocente. Au bar, l'homme se présente comme Doc Zeus, et après un verre ou deux de spiritueux de Noël, il montre à Cindy un croquis amateur de la créature qu'il appelle le méchant. Selon lui, si plus personne en ville ne fête Noël, c'est parce qu'ils ont tous trop peur d'être les prochaines victimes. Bien que les autres habitants de la ville n'arrivent toujours pas à croire qu'un monstre vert et poilu soit responsable des attaques, Doc sait que ce que Cindy a essayé de leur dire est vrai. En fait, le monstre a tué sa femme il y a 11 ans. Il l'a coupée en deux alors qu'elle allait envoyer des cadeaux à leur neveu. Et depuis, il a consacré sa vie à le chasser. Étant donné qu'ils ont tous les deux été témoins directs de cette vérité, Cindy suggère qu'ils essaient d'en parler une dernière fois au shérif. Doc ne s'attend pas à ce que ça fonctionne, mais il accepte de l'accompagner si c'est ce qu'elle veut. Le shérif, bien sûr, ne les croit toujours pas et expulse rapidement Cindy du poste. Déçue, elle retourne à l'extérieur, mais à ce moment-là, l'adjoint du shérif la rattrape et lui propose de l'aider, affirmant qu'il va aller voir lui-même ce qui se passe dans la montagne. Dans la forêt, l'adjoint descend dans la grotte de la créature où il trouve une tonne d'autres portefeuilles, ainsi que plusieurs cadavres recouverts de draps. Il ne tarde pas à entendre quelqu'un arriver et se cache à l'abri des regards quand la créature arrive entraînant derrière elle un des Pères Noël morts lors de l'attaque du restaurant. Au pire moment, il s'agenouille accidentellement sur un chien en peluche qui se met à émettre de la musique de Noël. Mais il parvient à le jeter au fond de la grotte et à éloigner temporairement la créature. Saisissant sa chance, l'adjoint tente de s'enfuir, mais il perd pied et doit se cacher sous un des draps. Lorsque la créature revient, elle semble pendant une seconde pouvoir flairer l'adjoint. Mais heureusement, elle s'empare d'un décor et s'en va. Horrifié, l'adjoint sort de la grotte en courant et tombe sur Doc Zeus armé d'un pistolet. Il lui fait remarquer qu'il commence à faire nuit et conseille à l'adjoint de quitter les lieux pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Arrivé à son véhicule, l'adjoint remarque que le coffre de Doc est rempli d'armes puissantes et il comprend qu'il est venu ici pour chasser la créature. Soucieux de le protéger, Doc dit à l'adjoint que s'il veut vivre jusqu'à Nouvel An, il faut qu'il rentre chez lui, qu'il ferme ses portes à clé et qu'il se débarrasse de tout ce qui a un rapport avec Noël, avant de monter dans son véhicule et de s'en aller sans un mot de plus. Ok, ces types sont sur le point de rater une énorme opportunité. Pour être franche, je comprends pourquoi l'adjoint a probablement réussi à sortir de la grotte avec toutes les parties de son corps encore intactes. Mais examinons rapidement les circonstances. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'avait aucune preuve formelle de l'existence de la créature, mais là, il vient en fait de l'apercevoir de ses propres yeux. En plus de ça, sa grotte était remplie de nombreux cadavres et de preuves suggérant qu'il y a eu d'innombrables autres victimes au fil des ans. Maintenant, les montagnes sont peut-être sous juridiction fédérale selon son patron, mais ça ne veut pas dire que l'adjoint ne peut pas faire une petite chasse au Grinch sur son temps libre. Sans compter que le vieux Jenkins affirme que cette créature a tué sa femme et qu'il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que la créature ne frappe à nouveau. Il a assez d'armes pour fournir une petite armée, et ils savent tous les deux comment s'en servir. Alors qu'attendent-ils exactement? Il est temps de s'attaquer à ce monstre et de le tuer ici et maintenant. Avec la nuit qui tombe et sa soif de sang qui s'intensifie, le combat s'annonce dangereux, mais ils ont suffisamment de puissance de feu pour tenir le choc. S'ils avancent prudemment et se couvrent mutuellement, ils devraient être en mesure d'abattre la créature.
Pour couronner le tout, le monstre n'a jamais remarqué l'adjoint. Il n'est donc même pas conscient de sa présence, alors que l'adjoint en personne a pu voir l'intérieur de la grotte, et devrait donc avoir une idée approximative de l'endroit où pourrait se trouver la créature en ce moment même. En gardant tout ça à l'esprit, je pense qu'ils n'auront pas beaucoup d'autres occasions de prendre le dessus sur cette créature et de finir le travail. Si entrer dans la grotte à la recherche de la bête est trop risqué, ils pourront toujours essayer de l'attirer en jouant de la musique de Noël, comme l'a prouvé ce qui s'est passé avec le jouet en peluche. En tout cas, c'est le moment de passer à l'offensive pendant qu'ils en ont encore l'occasion. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore disposés à prendre ce risque. Après avoir regagné la ville, l'adjoint rejoint Cindy et lui dit enfin qu'il croit à son histoire maintenant qu'il a vu la créature. Bien qu'elle soit ravie d'avoir quelqu'un d'autre de son côté, elle se rend compte que ça veut dire que la vie de l'adjoint est également en danger maintenant. Et c'est pourquoi cette nuit-là, elle décide qu'elle va devoir éliminer elle-même la créature avant qu'elle ne puisse tuer à nouveau. Au matin, Cindy se rend à la quincaillerie locale et commence à rassembler du matériel pour se préparer au combat. Motivée par sa colère, elle passe les jours suivants à installer des pièges dans la forêt, à fabriquer des armes improvisées, à s'entraîner au combat à main nue et à apprendre à se servir d'une arme à feu, jusqu'à ce qu'elle soit enfin prête à partir en guerre. Pendant ce temps, Doc passe son temps au bar à boire pour se débarrasser de ses problèmes, avant d'être arrêté par le shérif dès qu'il met le pied à l'extérieur. Alors que tous les personnages principaux sont occupés, le propriétaire de ce restaurant est occupé à fermer ses portes pour la nuit. Après avoir essuyé les tables, il se rend compte que le colis qu'il vient de se faire livrer n'était pas la bonne commande. Au lieu de fourniture de restaurant, il est rempli de décorations de Noël. Frustré, il appelle le livreur pour lui demander de venir échanger le colis. Mais il est déjà trop tard, parce que c'est à ce moment-là qu'il entend la porte d'entrée s'ouvrir. Mais quand il va voir, il semble qu'il n'y ait personne. Ce qu'il ne remarque pas, c'est que la créature est déjà à l'intérieur, se déplaçant furtivement sur le sol juste derrière lui. Quand il se retourne, il voit que les décorations de la boîte sont maintenant éparpillées un peu partout, et il se met à tout ranger. Tout à coup, la créature lui enfonce un hachoir à viande dans le haut de la tête, avant de découper son corps en plusieurs morceaux et de les placer à l'intérieur de la boîte. Le temps que le livreur arrive, la créature a déjà disparu depuis longtemps, et il ramène le colis dans son camion sans avoir la moindre idée de ce qu'il contient. Ok, c'est la raison pour laquelle il faut toujours rester sur ses gardes. Je veux dire, cette boîte de décoration s'est renversée toute seule. Selon Doc Zeus, tous les habitants de Newville vivent dans la crainte perpétuelle qu'un maniaque violent ne vienne les tuer s'ils font quoi que ce soit en rapport avec Noël. Donc dans ce cas, le propriétaire du restaurant aurait dû le voir venir. Personnellement, si je vivais dans cette ville et qu'un colis de décoration de Noël était accidentellement livré à ma porte, je serais immédiatement en alerte rouge DEFCON 1. D'après les interactions de Cindy avec la créature, nous savons maintenant qu'il est possible de la combattre. Si ce type avait simplement continué à garder la tête froide, il aurait littéralement pu garder sa tête sur ses épaules. Et il aurait pu se défendre avec des armes improvisées trouvées dans la cuisine. Il aurait pu vivre pour raconter son histoire. Mais le Grinch l'a surpris en flagrant délit et c'est pour ça qu'il a payé le prix fort. Le soir même, l'adjoint arrive chez Cindy avec une découverte choquante. Les portefeuilles qu'il a trouvés dans la grotte de la créature appartiennent tous à des randonneurs de l'extérieur de la ville qui ont disparu dans les montagnes entre Thanksgiving et Noël. Il s'avère qu'il existe un site internet présentant la forêt comme un endroit idéal pour faire de la randonnée. Ce site est géré par la mère elle-même, et il semble qu'elle ait intentionnellement attiré ses voyageurs sans méfiance vers leur mort. Alors qu'ils sont occupés à trouver une solution, la mère décide de quitter la ville jusqu'à la fin des vacances de fin d'année. Ça semble être une sage décision, mais dès qu'elle arrive au milieu des bois, loin de toute forme d'aide ou de civilisation, sa voiture se met à octer, à caler et commence à diffuser de la musique de Noël à la radio. De plus en plus nerveuse, elle sort prudemment de sa voiture et ouvre le capot pour voir ce qui ne va pas. Tout à coup, la créature surgit de l'obscurité derrière elle et lui arrache un énorme morceau de chair du visage. La mère fait de son mieux pour se débattre, mais la créature ne tarde pas à prendre le dessus. Elle l'entoure avec un rouleau de ses propres autocollants de campagne, la traîne jusqu'au coffre de la voiture et commence à lui asséner des coups de haillon sur le cou encore et encore, jusqu'à ce qu'elle soit complètement décapitée. Puis, elle laisse sa tête joncher la terre sur le bord de la route. En ville, l'adjoint revient au poste et accuse le shérif d'être impliqué dans le complot de Madame le maire. Acculé, le chef n'a d'autre choix que d'admettre que ce qu'il dit est vrai. Il s'avère qu'après avoir découvert ce qu'était la créature, le shérif a essayé de lui offrir du bétail, comme des chèvres. Mais la créature avait déjà développé un goût pour la chair humaine. Quand il a semblé qu'il n'y avait plus aucune autre option, la mère a eu l'idée de sacrifier des touristes à la place. Et lui a décidé d'accepter afin de protéger les citoyens de sa ville.
Furieux, l'adjoint sort du bâtiment en disant qu'il va lui-même tuer la créature avant qu'elle ne s'en prenne à Cindy. Dans un premier temps, le shérif décide de le laisser sortir et chercher lui-même la créature. Mais Doc le convainc qu'il doit intervenir pour que les choses s'arrangent enfin. Et après avoir laissé les clés de la cellule, il suit l'adjoint dans la forêt. Pendant ce temps, Cindy a installé des lumières de Noël dans toute sa maison, essayant par tous les moyens d'attirer la créature pour la tuer. C'est alors qu'elle entend un bruit suspect à l'extérieur. Mais quand elle va voir ce qu'il en est, elle découvre que ce n'est que le vieil homme. Il lui dit que l'adjoint est parti tuer la créature tout seul, ce qui fait comprendre à Cindy qu'elle va devoir aller le sauver avant qu'il ne soit trop tard. L'adjoint retourne à la grotte de la créature et commence à chanter des chansons de Noël pour tenter de la faire sortir. Tout à coup, il marche sur un piège à ours dissimulé, et c'est alors que le monstre apparaît derrière lui en agitant du gui. Il veut bien plus qu'un simple bisou, mais au dernier moment, quelqu'un tire 2 coups de feu dans la poitrine de la créature, l'obligeant à battre en retraite. C'est le shérif, et après avoir libéré l'adjoint, il lui dit de se mettre à l'abri pendant que lui va finir le travail. Le shérif suit la créature de plus en plus profondément dans sa grotte, lui tirant dessus à chaque fois qu'il en a l'occasion, mais le ratant à chaque fois aussi. Malheureusement, il ne va pas très loin, puisque la créature se jette sur lui depuis l'obscurité et le réduit instantanément en charpie. Cindy et Doc arrivent à ce moment-là à l'extérieur pour aider l'adjoint, et après avoir entendu ses hurlements, elle tente d'aller sauver le shérif. Mais le temps qu'elle arrive, la seule trace qu'il reste de l'homme est son bras démembré. Après avoir ramené l'adjoint à son véhicule, Cindy demande à Doc de l'emmener à l'hôpital, pendant qu'elle terminera elle-même son combat avec la créature. Ok, on dirait que le karma a fini par rattraper notre shérif. Il a peut-être fait ce qu'il fallait à la fin, mais on ne peut pas nier que toute cette débâcle est en grande partie de sa faute. Et je pense que vous savez ce que je vais dire. Shérif Hooper, vous avez merdé. Voilà, la vérité éclate enfin au grand jour. Vous saviez depuis le début que la créature était réelle, mais vous n'avez presque jamais essayé de faire quoi que ce soit à son sujet. Et vous avez décidé de suivre le projet fou de sacrifice humain de la mère dès que vous avez vu que nourrir la créature avec des chèvres ne fonctionnait pas. C'est tout simplement du mauvais travail de flic, shérif. Vous avez hésité à agir pendant si longtemps que votre adjoint a failli être tué. Et quand vous avez finalement décidé de vous bouger et d'affronter la créature, vous l'avez fait seul au milieu de la nuit et sur son territoire. C'est complètement stupide, même pour vous. Qui plus est, vous avez gaspillé toutes vos munitions en tirant dans le vide, ce qui n'a rien fait d'autre que de vous trahir. Vous étiez peut-être un mauvais shérif, mais vous auriez pu être utile si vous aviez collaboré avec Cindy, Doc et l'adjoint, au lieu d'y aller seul et de vous faire tuer. Alors maintenant, vous êtes mort, Madame le maire est morte, les 2 parents de Cindy sont morts, ainsi que d'innombrables autres victimes innocentes. Et la créature qui a fait ça, elle, est toujours en liberté. Parce que vous êtes si mauvais dans votre métier que vous avez mis toute la ville en danger pendant 2 décennies et que vous n'avez jamais réussi à résoudre le problème, shérif Hooper, vous avez merdé. Une fois l'adjoint en route pour l'hôpital, Cindy retourne à la maison pour y tendre son piège. Après avoir paré toute la maison de lumière de Noël que l'on pourrait probablement apercevoir depuis la station spatiale, elle se rend à l'intérieur et fait semblant de dormir, attendant patiemment que la bête passe à l'action. Bien sûr, la bête se faufile par la cheminée, mais juste au moment où elle s'apprête à la saisir, Cindy la repousse d'un coup de pied à travers la pièce, et le combat s'engage. Tout à coup, Doc ouvre le feu à travers la fenêtre du salon, touchant la créature à plusieurs reprises et la forçant brièvement à battre en retraite. Armée d'un fusil camouflé en sucre d'orge, Cindy balaie la maison à la recherche de la créature, tandis que Doc la couvre depuis l'autre côté de la rue, prêt à tirer. Tout est calme, trop calme. Et c'est alors que la bête surgit à quelques mètres devant lui, parce qu'elle a décidé de s'en prendre à Doc à la place. Elle est sur le point de le tuer, mais Cindy arrive en force et la fait fuir. Blessé mais toujours en vie, Doc fait signe à Cindy de le laisser et lui dit de s'en tenir au plan. Alors que Cindy se dirige prudemment vers la maison, la créature l'attaque furtivement par derrière. Et au moment où elle n'a plus de munitions, la créature se prend le pied dans un autre piège à ours, ce qui donne à Cindy le temps d'attraper une batte de baseball enveloppée dans une guirlande de lumière de Noël. Cindy porte quelques bons coups, mais la créature ne tarde pas à reprendre le dessus dans le combat, encore une fois. Cette fois, c'est Cindy qui doit battre en retraite, mais elle a encore un tour dans son sac et elle frappe la créature avec une grenade de fortune faite d'ornements de Noël, ce qui retient la créature juste assez longtemps pour qu'elle puisse regagner l'intérieur de la maison. Blessée, Cindy titube dans la maison au moment où la créature se glisse dans sa cheminée et l'attaque par en dessous.
Heureusement, Doc utilise le haut-parleur de la voiture de police pour diffuser de la musique de Noël, ce qui a pour effet de perturber complètement la créature et permet ainsi à Cindy d'enflammer une traînée de guirlandes et de faire exploser un autre dispositif qu'elle avait caché dans le sapin de Noël, neutralisant ainsi la créature. Ok, Cindy semble tenir le coup ici, mais je ne ferais pas mon boulot si je n'avais pas quelque chose à dire à propos de sa stratégie. Je vais faire court et être gentil. Cindy, si tu avais un fusil à pompe depuis le début, pourquoi ne pas l'avoir gardé sous la couverture avec toi et avoir tiré sur ce monstre dès qu'il s'est introduit chez toi? En fait, tu disposais d'un arsenal de foutues armes, professionnelles ou artisanales. Mais pendant que tu étais à la quincaillerie, il ne t'est jamais venu à l'esprit d'acheter une tronçonneuse. Je veux dire, qui passe ses journées à se préparer pour un combat contre une créature et ne se procure pas une tronçonneuse? Les amateurs. Voilà qui, les amateurs. La créature semble pouvoir encaisser des coups de feu sans problème, mais je suis prête à parier qu'elle ne survivrait pas à un massacre à la tronçonneuse en 1000 morceaux. C'est donc une chose à laquelle il faudra penser pour la prochaine fois si tu t'en sors vivante. Et puis, tu as pris tout ce temps pour poser des pièges, mais tu as laissé la cheminée grande ouverte. Allez, Cindy, ça aurait dû être le premier endroit où installer un piège. Ne te méprends pas, je t'encourage là, mais si ce combat ne se termine pas bien pour toi, ne viens pas pleurer auprès de moi après. Cindy plonge sur le monstre, prête à l'achever avec un couteau. Quand tout à coup, elle remarque qu'il porte toujours le collier qu'elle lui avait offert quand elle était petite, après la mort accidentelle de sa mère. C'est le fait que les gens l'aient traité de monstre qui l'a poussé à en devenir un. Et maintenant, Cindy décide de lui pardonner, parce qu'elle comprend que son intention n'a jamais été de faire du mal à qui que ce soit, du moins pas au début. C'est un moment très touchant, et l'amour qu'il ressent soudain fait grossir le cœur du méchant à tel point qu'il explose et que ça le tue. Et la quête de vengeance de Cindy est enfin achevée. Après l'attaque, la photo de la créature prise par Cindy devient virale, attirant toutes sortes d'attention sur sa petite ville paisible. Bien que le gouvernement intervienne pour dissimuler ce qui s'est réellement passé, Newville devient du jour au lendemain une destination touristique en plein essor. Des chasseurs de monstres du monde entier viennent pour tenter d'apercevoir le méchant en personne. Lors d'un festival de Noël organisé par la ville, Cindy et l'adjoint s'embrassent enfin sous le gui. Les habitants de la ville peuvent à nouveau faire la fête en toute sécurité. Mais est-ce vraiment le cas? Il n'y a aucun moyen de savoir si la créature reviendra un jour. Mais il semble qu'ils devront attendre le prochain Noël pour en avoir le cœur net. Mais que feriez-vous si vous, vos amis et votre famille étiez en train de passer un bon moment et que ce putain de Grinch débarquait et commençait à gâcher vos festivités? Je suis sûre que vous avez attendu toute votre vie pour vivre ce moment. Moi, j'ai une bonne idée de ce que je ferais, mais vous, que feriez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!